Bien, bah, écoutez, merci beaucoup à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je vois qu'il y a encore certains d'entre vous qui nous rejoignent, mais on va commencer. N'hésitez pas, Martin, merci de le préciser, à poser vos questions au fil de la présentation. On va faire en sorte que cette présentation dure pas plus de 30 minutes. On prend bien note des questions que vous voudrez poser tout au long de ces 30 minutes, ou bien après, et puis on y répondra ensuite dans une session de questions-réponses. Donc, ce webinaire est aujourd'hui consacré aux ETF et nous avons le plaisir, Marc et moi, de l'animer. Peut-être rapidement pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, quelques mots sur Cashbee, qui nous sommes. Cashbee est une plateforme digitale dédiée à l'épargne et à l'investissement. On a une mission qu'on s'applique à réaliser chaque jour, qui est de offrir un accès le plus simple possible aux meilleurs placements, aux meilleurs produits d'épargne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie offrir des interfaces qui soient digitales, qui soient simples, des produits qu'on a sélectionnés pour à la fois leur performance et des frais qu'on cherche toujours à maintenir au plus bas. Et puis un conseil qu'on vous apporte dans les différentes interfaces digitales, mais également via nos conseillers. Nous avons créé, Marc et moi, Cashbee en 2018, donc quelques années déjà. Aujourd'hui, nous avons 12 000 clients qui nous font confiance et qui nous ont confié un peu plus de 400 millions d'euros. Ces fonds sont investis sur un panel de placements large qui vont de l'épargne bancaire via les livrets, à l'assurance vie avec tout type de produits à l'intérieur, au PER, sur lequel nous avons d'ailleurs eu le plaisir le mois dernier de faire un webinaire, et tout type de produits d'investissement patrimoniaux, SCPI, produits structurés, fonds de placement et j'en passe. Mais aujourd'hui, c'est d'ETF que nous allons vous parler. ETF comme Exchange Traded Fund, plus connu en français sous le nom de fonds indiciels. Et on vous en parle parce que c'est un sujet qui est alors, très à la mode depuis quelques années, mais qui devient particulièrement important dans les stratégies de placement des investisseurs individuels en France. Et il nous semble important d'apporter un éclairage sur ce que sont ces fonds, pourquoi est-ce qu'ils rencontrent tant de succès, quels sont les sujets sur lesquels il faut tout de même porter son attention, les risques potentiels de ce type d'investissement. Et puis, on finira cette présentation pour vous dire quel type d'offre Cashbee propose sur les ETF. Lorsqu'on parle d'ETF, on appelle ça également la gestion passive parfois. On parle donc d'investissements de fonds qui répliquent des indices boursiers, CAC 40, Dow Jones, S&P, mais également des indices qui peuvent être investis, suivre des placements obligataires ou bien des matières premières, commodités, etc. En fait, tout placement qui est tradé, qui est échangé sur les marchés publics, peut faire l'objet d'un ETF qui reproduit cet indice. Alors pourquoi gestion passive? Gestion passive, donc opposée à gestion active. La gestion active, c'est lorsque nous on a des gérants qui s'occupent d'un fonds et qui, par leur recherche, leur analyse fondamentale, vont privilégier certains thèmes, certaines valeurs. Alors, généralement, au sein d'un thème prédéfini, hein, il y a des gérants de fonds d'actions françaises, d'actions américaines, d'actions européennes, ou des gérants obligataires, ou bien des gérants de fonds multisupports. Mais lorsqu'on investit dans ces fonds, on fait confiance, en fait, à la capacité du gérant de choisir les titres ou les lignes qui vont surperformer les autres le reste du marché. Donc, on considère que par son travail, par son expérience, le gérant va réussir à faire mieux que le marché. La gestion passive, c'est une approche différente. Vous allez considérer que finalement, le marché, il est difficile à battre, il est assez efficient et que finalement, le suivre, c'est prendre moins de risques d'erreurs de gestion du gérant, de mauvais choix.
et qu'on va réussir à obtenir une performance tout aussi bonne, voire meilleure, à moindre coût. Et donc, c'est là où se trouvent les avantages et la proposition de valeur des ETF qui expliquent son succès. Tout d'abord, c'est la simplicité. On comprend très bien ce que c'est que le CAC 40, on comprend très bien ce que c'est que le Dow Jones. Avant les ETF, ce n'était pas si simple que ça de pouvoir avoir un portefeuille qui reproduise exactement cette performance. Eh bien, les ETF le permettent. Ils le permettent juste en achetant une seule ligne avec des montants qui peuvent être déjà très, très bas. On peut répliquer exactement ces indices. Et l'autre chose, c'est que maintenant, ils sont accessibles. Toutes les banques les proposent, les plateformes telles que nous les proposent. Donc, il est simple pour un investisseur individuel de se positionner sur un indice quel qu'il soit. L'autre élément clé dans le succès de ces fonds, c'est les frais qui sont bas. On sait que la gestion active, on paye le gérant, parfois à juste titre, surtout s'il fait de la surperformance. Les frais des ETF sont notoirement plus bas. Alors, ce qui s'explique à la fois parce qu'il n'y a pas de recherche fondamentale à faire, il y a de la technicité à mettre en place pour pouvoir suivre le plus proche possible les indices, pas d'analystes qui vont regarder si dans le CAC 40, il vaut mieux se positionner sur Hermès ou sur LVMH, si plutôt sur l'automobile ou la finance. Ça, c'est le type de questions. On n'a pas à se les poser dans la gestion passive. Et qui plus est, comme les fonds sont très gros, enfin, ou en tout cas, il y a beaucoup de volume, il y a des économies d'échelle. Et aujourd'hui, les mastodontes tels que Vanguard ou BlackRock, qui sont les grands leaders mondiaux sur ces ETF, qui gèrent des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros, ce qui permet de réaliser des économies d'échelle, baisser le coût des infrastructures et, au total, proposer ces fonds à des coûts très intéressants pour les investisseurs. Et puis, le dernier point, c'est les rendements probants. Donc, c'est un petit peu difficile de valider toutes les statistiques en la matière. On admet généralement que parmi les gestionnaires actifs, il n'y a que 20% des gestionnaires, 20% des fonds actifs qui battent le marché. C'est-à-dire que 8 fonds sur 10 ne battent pas le marché. 8 fonds sur 10, Actions Monde, vont faire moins que si vous prenez un MSCI World. Et donc ça s'explique d'abord par le fait que les frais cumulés pèsent sur la performance, mais aussi que si le gérant prend un certain nombre de paris, ces paris ne sont pas toujours gagnants. Donc tout ceci explique le succès de la gestion passive et des ETF. Ce qu'on va voir sur le slide d'après. Et ce succès, cette pénétration des ETF est assez fulgurant. Donc peut-être une première statistique, en 2024, donc 2 ans maintenant, pour la première fois aux États-Unis, les fonds gérés de façon passive, c'est-à-dire les fonds gérés dans des ETF, le volume, les montants gérés passivement dépassaient le montant géré dans les fonds actifs. L'industrie, maintenant une industrie centenaire de la gestion d'actifs, venait se faire complètement changer de qui étaient les leaders sur ce marché. Ces gestionnaires passifs qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années sont devenus majoritaires. D'ailleurs, une statistique assez amusante, c'est qu'aux États-Unis, il y a plus de fonds ETF qui investissent dans les actions que d'actions cotées. Et donc, ça signifie que, évidemment, on peut trouver tout type d'indices, ils se multiplient et on reviendra un petit peu sur le paradoxe que cela représente. Si on regarde maintenant l'Europe, cette pénétration est moindre qu'aux États-Unis. Il n'y a que 26% des fonds des encours qui sont gérés passivement. En France, c'est encore un petit peu moins. Alors, ça s'explique par une structure assez traditionnelle de la distribution de l'épargne en France. Le poids de ce qu'on appelle la banque assurance, c'est-à-dire des grands réseaux bancaires, souvent partenariat avec des assureurs qui maîtrisent toujours une grande partie de la distribution d'épargne. Et jusqu'à il y a peu, les banques aimaient bien pousser leurs propres fonds maison, de leurs propres gérants. Tout ça, c'est en train de changer. Et si en effet l'Europe et la France sont en retard en matière de pénétration de la gestion passive, la croissance de cette gestion, c'est dans ces pays-là qu'elle est la plus rapide. Plus spécifiquement en France, la pénétration, c'est-à-dire le fait que de nouveaux investisseurs rentrent dans le marché des ETF,
c'est là où c'est le plus fulgurant. Un certain nombre de statistiques qui sont fournies par BlackRock, donc vous l'avez compris, un des grands spécialistes de l'ETF, nous indiquent qu'il y a aujourd'hui 2,6 millions d'investisseurs particuliers qui ont dans leur portefeuille une ligne en ETF. Ce nombre est en croissance de 24%. Et lorsqu'on regarde un peu plus en détail, on voit que, d'une part, ce sont les investisseurs particuliers qui sont particulièrement friands par rapport aux investisseurs institutionnels. Ce sont alors toujours plus les hommes que les femmes, mais ça, je crois que c'est un sujet qui est assez transverse à toutes les problématiques d'investissement, et peut-être qu'un jour, on fera un webinaire spécifiquement sur ce sujet. Ce sont plutôt les tranches d'âge les plus jeunes, les 18, 34, 35, 45, qui sont ceux qui vont rechercher en priorité ce type d'investissement, et plutôt les revenus, les tranches de revenus un peu plus élevées. Mais en fait, la réalité, et ça c'est vraiment quelque chose qui est nouveau et qui est nouveau en 2025, c'est que le phénomène de l'investissement dans les ETF, c'est finalement toutes les catégories d'investisseurs. Le taux d'adoption a été multiplié par 3 en l'espace, près de 3 en l'espace d'un an. C'est-à-dire que dans la population adulte, on avait 10% des investisseurs qui avaient de l'ETF en 2024 dans leur portefeuille. Aujourd'hui, on a 24%. Donc, c'est véritablement une explosion de ces supports pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure. Mais évidemment, il ne faut pas oublier que tout investissement nécessite de la prudence. Et Marc, tu vas nous dire les quelques inconvénients, en tout cas les choses qu'il faut bien regarder lorsqu'on investit dans les ETF. Bonsoir tout le monde et merci encore de votre présence et de votre attention. Donc, si Cyril effectivement a passé du temps pour vous expliquer tous les avantages qui font que cette classe d'actifs a pris une place aussi prépondérante sur les marchés financiers, c'est à moi qu'incombe la tâche aussi pour vous mettre en garde contre un certain nombre d'inconvénients. Alors, le premier, c'est l'avantage dont on a déjà beaucoup parlé, qui est cette diversification qu'offre un ETF. C'est un peu un oui, mais. Je vais m'expliquer. Oui, les ETF sur les indices américains vous donnent une exposition en un seul coup à, par exemple, 500 valeurs pour ce qui est du S&P 500. Comme le dit le nom de l'indice, dans le S&P 500, il y a 500 valeurs américaines. Mais il faut se rendre compte que cet indice est la pondération de cet indice penche très lourdement vers les 7 valeurs magnifiques, les 7 magnifiques, les Apple, Meta, Tesla et autres mastodontes de la tech, qui à eux seuls, donc sur les 500 valeurs dans l'indice S&P 500, il y en a 7 qui représentent à peu près plus du tiers de l'indice. Donc, se dire j'investis dans un ETF S&P 500, c'est bon, je me suis diversifié, j'ai une exposition très large et donc relativement stable sur le marché américain, eh bien c'est une fausse bonne idée dans la mesure où le S&P 500 lui-même, cet indice, est très biaisé et penche lourdement en faveur de ces très grandes valorisations boursières. Donc, si l'indice lui-même est très concentré, l'ETF qui essaiera de répliquer sa performance le sera tout autant. Ensuite, il y a le sujet de la liquidité. Alors, sur la liquidité, rien à dire. Oui, les ETF, c'est très liquide, et notamment les ETF qui suivent les indices les plus liquides et les plus connus dans le monde. On ne cesse de revenir sur le S&P 500. On pourrait parler du Nasdaq, on pourrait parler de l'Eurostoxx 600. Ces grands indices boursiers du monde sont également ceux par quoi le marché des ETF a commencé. Et ce sont des indices qui, effectivement, sont très liquides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez acheter et vendre des ETF exposés à ces indices en vous fiant très largement aux dernières cotations qui changent de seconde en seconde sur les écrans de différents courtiers. En revanche, avec la multiplication des ETF, il est évident qu'un certain nombre d'ETF commencent à traquer aussi des indices beaucoup plus concentrés et beaucoup plus niches. Et dans ces cas-là, et on y reviendra, mais on va prendre un exemple que j'aime bien parce qu'il me fait un peu sourire, il y a un ETF pur cannabis, dans lequel il n'y a que quelques dizaines de valeurs qui sont des valeurs cotées de l'industrie du cannabis. On voit bien que dans ce type d'ETF, les prix peuvent varier très très rapidement et on peut donc s'exposer à ce qu'on appelle dans le métier le gap risk, c'est-à-dire que vous voyez sur l'écran un ETF qui traite, je dis n'importe quoi, 13,10 € la part.
Et le temps de vouloir l'acheter, ben, c'est déjà passé à 13,80 €, voire 14 €, parce que ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Ensuite, ce n'est pas parce qu'un ETF est présenté comme un outil très simple, très transparent et très pertinent et utile pour la diversification d'un portefeuille qu'il faut ignorer le risque de perte en capital. Acheter un ETF, oui, vous permet de réduire ce risque de perte parce que, par définition, vous allez vous exposer à une multitude de valeurs. Ça peut être une multitude d'actions pour les indices, enfin pour les ETF qui traquent des indices boursiers. Ça peut être une multitude d'obligations étatiques pour les ETF qui traquent les obligations étatiques. Néanmoins, il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on essaye de suivre ou de répliquer un indice qui suit un actif à risque, eh bien, ce risque se transpose à l'ETF. Donc, contrairement à un livret A, contrairement au fonds euro, à capital garanti dans l'assurance vie, les ETF vous exposent, vous, en tant qu'investisseur, à un risque de perte en capital qui est plus ou moins gros selon le risque de perte en capital du sous-jacent. Et enfin, un dernier mot sur l'autre avantage, enfin un des avantages majeurs des ETF qui est leur coût bas. Alors, il est vrai que le coût des ETF est très bas, notamment, encore une fois, si on se réfère aux ETF les plus populaires et qui traquent les indices les plus connus. Mais avec la spécialisation et la multiplication des ETF dans le monde, sur lequel je reviendrai, la différenciation sur les frais applicables est également un phénomène à prendre en compte. Je m'explique. Sur les ETF S&P 500 ou même les ETF MSCI World, les frais annuels facturés sont de l'ordre de quelques points de base, de l'ordre de 0,05, 0,07% par an, donc effectivement très très bas. Mais dès qu'on commence à s'intéresser à des ETF plus niches, plus spécialisés, ces frais peuvent monter très vite et se rapprocher des 1%. Et quand on parle de 1%, oui, on peut commencer à se dire qu'on commence à se rapprocher des frais de gestion qui sont relativement usuels dans le monde et dans le domaine des fonds gérés activement. Alors ensuite, nous qui adorons les ETF pour leur simplicité, et la simplicité, c'est une des grandes valeurs que Cashbee porte, parce qu'on pense que la simplicité est utile, la transparence est utile, ça aide de plus en plus de monde qui se dit pas être nécessairement spécialiste en finance, justement d'aller faire travailler leur épargne en investissant dans des choses pertinentes selon leur profil de risque. Eh bien, malheureusement, avec le développement et l'explosion de ce marché des ETF, le marché s'est complexifié. Là aussi, je vais m'expliquer. Si tout le monde peut comprendre ce que c'est qu'un ETF CAC 40, encore une fois, c'est un ETF qui va essayer de répliquer au mieux possible la performance du CAC 40, on voit l'apparition d'une multitude d'ETF thématiques. J'ai parlé de la thématique des cannabis, mais je pourrais vous parler d'un ETF Subversive Unusual Whales démocratique. Alors, pour la petite histoire, c'est un ETF qui réplique les transactions et notamment les investissements que font les sénateurs et les membres du Congrès démocrates, parce qu'il faut savoir que la loi sur les délits d'initiés ne s'applique pas aux sénateurs et aux membres du Congrès américain. Et donc, ce sont des décideurs politiques qui disposent souvent d'informations privilégiées et qui les utilisent à titre personnel. Vous voyez bien que la complexité de cet ETF n'a rien à voir avec la tentative de répliquer l'indice, encore une fois, Nasdaq ou S&P 500 ou Eurostoxx 600. Donc, à force de rendre ces ETF de plus en plus spécialisés, de plus en plus thématisés, eh bien, malheureusement, la simplicité qui était une caractéristique première de l'ensemble des ETF à leur naissance dans les années 90, aujourd'hui, n'est pas nécessairement applicable à l'ensemble du marché des ETF. Je veux parler notamment des ETF à effet de levier. C'est quoi un effet de levier? C'est tout simplement de dire, dans notre ETF, dans tel ou tel ETF, l'idée n'est pas de répliquer un indice et de faire exactement la même performance à la hausse comme à la baisse de cet indice. Non, c'est d'essayer de multiplier par deux, dans un sens ou dans un autre, le mouvement que peut connaître cet indice. Et alors là, attention. Évidemment, on comprend bien qu'un ETF qui fait du x2, il sera 2 fois plus volatile que le sous-jacent. Mais c'est un peu pire que cela dans la réalité. Et je vais essayer d'illustrer ce phénomène par un exemple très simple. Prenons un indice qui, le premier jour, augmente de 5%. Donc l'indice valait 100, le lendemain, il vaut 105. Un ETF qui traque cet indice vaudra lui aussi, passera de 100 à 105. Un ETF qui fait x2 est censé passer à 110.
Imaginons que le second jour, maintenant, cet indice baisse de 5%. Attention, le 5% s'applique au 105 atteint la veille, et donc il va tomber à 99,75. Mais dans le cas du second, l'ETF leveragé x2, dont la valeur était passée à 110, la même baisse de 5% va le faire tomber à 99. Donc on voit bien que la volatilité n'est pas juste le x2, il est entre guillemets pire. L'effet de levier, par ailleurs, nécessite également un coût parce que le gérant, dans les faits, va utiliser des dérivés pour obtenir la multiplication au x2 ou x3 pour délivrer l'effet de levier à l'investisseur. Donc, dans la réalité, un ETF à effet de levier n'atteint que très rarement le multiple visé vers le haut et souffre plus que l'effet de levier à la baisse. Et des ETF inversés, c'est l'équivalent de la vente à découvert dans le monde pratique et hors ETF. Et là aussi, les ETF inversés, qui misent donc sur une baisse de marché ou sur une baisse d'un certain indice, incluent des dérivés. Et donc, la complexité de ce type d'ETF augmente d'un cran. Et enfin, une nouveauté relativement récente, on voit l'apparition, depuis quelques années maintenant, d'ETF actifs. Et alors là, un ETF actif, c'est un ETF où, sur le point de départ, on cherche à traquer un indice, mais ensuite, il y a une intervention d'un gérant qui va essayer de faire en sorte que cet ETF batte l'indice sous-jacent, soit par un algorithme que tel ou tel gérant aura mis en place. Mais en tout cas, on commence à se rapprocher de beaucoup des fonds gérés activement. Et donc, la nuance entre l'ETF qui est censé représenter un investissement passif et un fonds classique où c'est le gérant qui est censé faire la différence, commence à être très, très flou. Donc, à partir du moment où on s'est dit que le monde des ETF est pertinent, mais qu'il faut s'y connaître pour aller chercher les ETF qui font sens et qui vont bien compléter votre portefeuille, on s'est dit quel est le bon compromis dans un monde qui, malheureusement, dans un secteur qui est devenu plus complexe, plus volatile et peut-être moins facile à lire. Et c'est pour ça qu'avec le plus grand fournisseur d'ETF en Europe, c'est-à-dire la firme française que vous connaissez sans doute, Amundi, on a conçu des fonds d'ETF qui, selon nous, combinent pas mal d'avantages, d'une part des fonds traditionnels et d'autre part de ces ETF qui permettent de suivre et de traquer et répliquer des indices de toutes sortes. Le fonds d'ETF revient à réunir au sein d'un seul fonds une dizaine d'ETF dont les indices sont différents et dont les indices sont notamment des indices boursiers pour avoir une exposition aux différents marchés actions dans le monde et des indices obligataires afin de permettre toujours au sein du même fonds d'avoir une exposition aux marchés obligataires et du crédit. Et enfin, on y rajoute un ETF or qui permet d'également avoir une exposition au métal jaune. Le tout, encore une fois, dans un seul fonds. Résultat des courses, on a toujours des frais au plus bas, parce que les frais de gestion de l'ensemble de ces ETF sont bien plus bas que les frais de gestion équivalents pour des fonds sur les mêmes classes d'actifs gérés de façon active. On a une liquidité qui reste excellente parce que l'ensemble des ETF au sein d'un seul fonds ont été sélectionnés et sont gérés par Amundi pour être des ETF les plus liquides sur les indices les plus importants. On garde une diversification qui est même meilleure qu'un simple ETF, parce que si vous prenez un ETF S&P 500, on en a déjà parlé, vous avez in fine une concentration très forte sur cette valeur. Si vous avez un fonds d'ETF, vous avez une exposition qui est déjà très diversifiée par classe d'actifs, obligations, actions et or, et au sein même de chaque classe d'actifs, des régions différentes et des niveaux d'exposition différentes. Dans les ETF obligataires, il y aura des obligations d'État, des ETF obligataires d'État et des ETF crédit. Donc, on voit bien qu'un fonds d'ETF multiplie l'effet de la diversification qu'on obtiendrait déjà partiellement en investissant dans des ETF individuels. Ça reste très accessible. Donc, oui, un ETF peut s'acheter à partir de 1 000 €, voire même quelques centaines d'euros si vous voulez y aller directement. Là, pour les mêmes 1 000 €, vous pouvez acheter un fonds d'ETF qui vous donne une exposition à une dizaine d'ETF au sein de ce même fonds. Ces fonds, on les loge au sein d'une assurance vie. Tout ça, ça se fait de façon automatique si vous utilisez l'appli. Et donc, tous les avantages associés aux investissements en assurance vie, et notamment les abattements fiscaux
qui s'applique à partir de la 8e année s'applique également à cet investissement en fonds d'ETF. Et enfin, et c'est peut-être la grande nouveauté, ces fonds d'ETF, on en a fabriqué 3. Un qui est plutôt prudent, un qui est équilibré et le dernier qui est dynamique. Et la différence entre ces 3 se retrouve, peut-être le plus simple, c'est de se diriger vers les pie charts, enfin les camemberts. Dans le profil dynamique, vous serez exposé à 75% sur des ETF boursiers, enfin sur des ETF equity, actions, et pour 25% entre un mix d'un tout petit peu d'ETF or et sinon des ETF obligataires et monétaires. De l'autre côté du spectre, pour ceux qui sont plus prudents et qui visent des rendements plus modestes, mais avec une volatilité sans doute plus faible, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous allez avoir pour 75% des ETF obligataires et monétaires et un tout petit peu d'or, et pour les 25% restants, une exposition aux ETF actions. Et enfin, au milieu, équilibré, ça va de soi, c'est du 50-50. D'un côté, pour moitié, des ETF obligataires et avec un tout petit peu d'or, et de l'autre côté, les ETF actions dont on vient de parler. Parlons très concrètement sur ce que cela veut dire en termes de frais. Des investissements en fonds d'ETF sont accessibles pour des frais tout compris de 1,45 par an. Et alors, pour être clair, ça comprend les frais de gestion du contrat. Donc, il y a 0,75 sur ces 1,45 qui sont facturés par Generali, qui vous assure de pouvoir loger ces fonds d'ETF au sein de l'assurance vie. Et pour le reste, il y a les frais de gestion et les frais de transaction et administratifs qui sont appliqués par Amundi et qu'Amundi partage avec Cashview. Donc, on se retrouve avec des frais, encore une fois, all-in, qui nous paraissent comme étant très attractifs par rapport à tout investissement en fonds traditionnels et même par rapport à l'investissement en ETF en direct, tant que ces ETF sont logés sur un contrat assurance vie. Et vous le faites sur des profils, enfin sur des fonds d'ETF qui sont adaptés à votre profil d'investisseur, qui vont de prudent à dynamique. Je crois qu'on est arrivé à la fin de ce qu'on avait à partager sur les ETF au sens large et sur les fonds d'ETF qui sont la réponse que nous apportons à ce secteur qui nous semble particulièrement attractif, pertinent et très en vogue. Mais on est ouvert évidemment pour répondre à toutes vos questions et je sais qu'il y en a un certain nombre qui ont été posées pendant que je bavardais et je parlais. Donc peut-être Cyril. Une première question en tout cas qui arrive de la part de Pascal et qui nous demande la différence entre différents ETF d'un même secteur ou de mêmes indices, à part le gérant, quels seraient les critères de chaque ETF afin de faire le choix et pourquoi? En effet, quelle est la différence entre prendre un ETF CAC 40 de chez Amundi, de chez BlackRock ou de chez d'une petite maison spécialisée? C'est une très, très bonne question. Alors théoriquement, en effet, il ne devrait pas y avoir de différence puisque les différents ETF répliquent un même indice et qu'il n'y a qu'un seul CAC 40 avec une seule performance. Il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut regarder. Alors, on a parlé des frais. Tous les gérants et tous les distributeurs auprès de qui vous allez faire cet investissement ne vont pas appliquer le même frais. Donc, évidemment, ça vaut la peine de comparer, de regarder si aussi l'investissement se fait sur un compte titre ou sur un contrat d'assurance vie. Ça, c'est plutôt des choix qui doivent être liés à votre stratégie personnelle, notamment une stratégie fiscale. Et puis, il y a également la taille du fonds. Marc a parlé des questions de liquidité. Un petit fonds qui investirait sur un indice, peut-être peut rencontrer des difficultés, des problèmes de liquidité que ne rencontre pas un grand fonds. D'où l'avantage, en effet, et c'est la raison pour laquelle notamment nous avons fait le choix d'être partenaire avec Amundi, mais d'avoir un gérant réputé qui gère des fonds de taille significative avec des frais qui sont attractifs, nous paraissent le bon choix pour choisir son ETF. Peut-être juste sur cette histoire de liquidité, quelques chiffres. Les plus gros ETF au monde sont les ETF qui traquent le S&P 500. Ces ETF-là pèsent pour plusieurs centaines de milliards de dollars, que ce soit le Vanguard S&P 500 ou le State Street S&P 500. Là où, et je l'ai pris comme exemple parce que je le trouve très parlant, l'ETF qui vise et qui joue la thématique du cannabis aux US a bien moins d'1 milliard d'encours. Et celui dont je vous parlais également sur les membres du Congrès démocrate,
il a à peine une centaine de millions d'euros d'encours. C'est les encours des sénateurs, des sénateurs démocrates, sans doute. Sans doute, sans doute. Alors, est-ce qu'on a d'autres? De Daniel. Pardon. Qui est? Alors, les fonds d'ETF prudents et dynamiques sont placés de façon identique sur l'échelle de risque. Oui. Peut-être que tu veux commenter Non, ça. alors oui, vous avez parfaitement raison. C'est contre-intuitif. Et quand on les a fait noter, parce que évidemment, ce n'est pas nous qui avons attribué cette note, on a posé la question parce qu'on se serait attendu à ce qu'un fonds d'ETF dynamique bien plus exposé aux actions ait une notation de risque plus importante qu'un fonds d'ETF prudent dont la très grande majorité est allouée à des ETF obligataires. La réponse qu'on a eue, c'est que parce que les ETF qui sont inclus dans les fonds d'ETF sont les ETF les plus courants, les plus liquides et les plus diversifiés, en fait, les systèmes qui ne sont pas, encore une fois pas les nôtres, qui associent un niveau de risque à ces trois fonds sont ressortis avec la même notation. Mais dans les faits, je suis d'accord avec la question posée, le fonds d'ETF dynamique vise un rendement plus élevé, mais sera sans doute plus volatile que le fonds d'ETF prudent. Une question de Sophie qui demande pourquoi investir plus sur un ETF qu'une SICAV. SICAV, on entend là un fonds généralement actif, et donc on revient sur les avantages, ou en tout cas les différences de la gestion passive par rapport à la gestion active. Lorsqu'on choisit un fonds d'un gérant, quel que soit ce gérant, et quelle que soit la classe d'actifs, on va faire confiance à ce gérant pour faire les bons choix au sein de la classe d'actifs donnée pour surperformer l'indice. On va regarder son track record, on va regarder comment est-ce qu'il a conduit son fonds au cours des années précédentes. On va peut-être lire un certain nombre de papiers sur sa stratégie où il va exposer ses convictions. Et on va être d'accord ou pas avec ses convictions et cette analyse. Si en effet on trouve ce gérant, on trouve que ce qu'il dit est très pertinent, que ça résonne avec nos propres convictions et que ses performances passées semblent très bonnes, il y a tout lieu de lui faire confiance. Maintenant, si on n'a pas le temps de lire toutes les notes d'investissement, si on fait que moyennement confiance aux performances passées, comme on le sait, elles ne répliquent pas, elles ne se préjugent pas des performances futures, on peut être plutôt tenté de jouer la sécurité et de se dire, moi, ce que je veux, c'est être investi en actions françaises. Compliqué de savoir à quel gérant faire confiance. Choisissons donc la gestion passive, prenons un ETF CAC 40 et croyons en cette statistique selon laquelle il n'y a que très peu de gérants qui battent l'indice. Voilà la réflexion typique de l'investisseur ETF. Elle se défend pour peu en effet qu'on choisisse des ETF, comme on l'a dit au cours de cette présentation, qui soient compréhensibles et qui ne soient pas pollués par trop de complexité. Et je crois que c'est ça qui explique le succès de cette classe d'actifs. Pas mal de nouvelles questions. Je vais en prendre des courtes. Y a-t-il des ETF à effet de levier dans nos fonds d'ETF? La réponse est non. On estime que ça créerait trop de volatilité et par ailleurs que le profil de rentabilité contre des pertes possibles est en défaveur de l'investisseur. Donc non, il n'y a pas d'ETF à effet de levier dans notre sélection. Peut-être prendre la question de Karim qui nous demande si dans notre allocation nous sommes bien sur des ETF passifs. Si tel est le cas, est-ce volontaire d'avoir sorti des ETF actifs? Eh bien oui, on a des ETF passifs. On l'expliquait tout à l'heure, Marc nous expliquait que ces ETF actifs existent, mais ils ont deux inconvénients selon nous. C'est que, un, ils sont généralement plus chers parce qu'il faut payer l'activité du gérant, si je puis dire. Et puis, on s'éloigne un petit peu de la promesse.
de départ, qui est de répliquer l'actif, de répliquer l'indice sans biais. Donc peut-être que pour rajouter, parce que on peut alors se poser comme question suivante, quel est le rôle d'Amundi? Pourquoi vous marquez qu'il y a un gérant qui est Amundi, puisque les enveloppes sont remplies que d'ETF passifs? Le rôle d'Amundi, c'est de rééquilibrer les portefeuilles, enfin les fonds d'ETF, en fonction de l'évolution de ces ETF. Donc je m'explique. Imaginons que vous avez acheté le fonds d'ETF équilibré, qui au départ 50% actions, 50% obliges et or. Imaginons que les marchés actions performent très très bien là où les ETF obligataires le font moins. On voit bien qu'au fil du temps, la part des ETF actions va commencer à prendre une part de plus en plus importante au sein de ce portefeuille. Et donc le rôle d'Amundi, c'est de rééquilibrer progressivement au fil du temps pour coller au profil équilibré ou dynamique ou prudent qui était celui que vous avez choisi au départ. Alors, une autre question courte, des ETF sont-ils disponibles pour des PEA? Oui, tout à fait. Vous pouvez tout à fait loger sur un PEA des ETF. Alors, il s'avère que nous ne proposons pas, nous, Cashbee, des PEA, mais c'est tout à fait possible. Attention, tout de même, tous les ETF ne sont pas disponibles sur les PEA, puisque il y a beaucoup d'ETF, notamment US, qui ne remplissent pas les critères d'éligibilité du PEA. Alors, est-ce que ça peut être logé dans une assurance vie déjà constituée auprès de ma banque ou bien faut-il souscrire un nouveau contrat chez Cashbee? Eh bien, les ETF qu'on vous a présentés aujourd'hui, cette offre qu'on a avec Amundi, elle est chez Cashbee, elle ne peut être souscrite que chez Cashbee. Néanmoins, je ne doute pas que votre banque propose des ETF. Il faut les interroger sur le fait qu'ils proposent ou non des fonds d'ETF. Voilà pour la première partie de la question. Et la deuxième partie de la question, votre proposition, est-ce bien de faire des versements réguliers programmés ou bien de jouer sans cesse entrée-sortie? Alors là, je dirais les deux sont possibles. Hein. Nous proposons bien entendu les versements programmés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce mécanisme, les versements programmés consistent à la souscription, ou plus tard d'ailleurs, d'un contrat d'assurance vie, décider que sur une fréquence qu'on peut déterminer, mensuelle, trimestrielle ou annuelle, on verse régulièrement sur son allocation un montant prédéfini. À partir de 50 euros. Chez Cashbee, à partir de 50 euros. Ça a notamment le mérite que lorsqu'on investit de façon régulière, finalement, on ne se soucie pas trop des aléas du marché, de baisse et de hausse, surtout si on le fait dans la durée. Et donc, c'est une stratégie que nous recommandons, notamment pour ceux qui ont du temps devant eux. L'investissement à part régulier est la meilleure façon sur le long terme de ne pas essayer de timer le marché, c'est-à-dire de juste prendre les hausses dans la durée et sans se laisser infecter par la volatilité à court terme. Néanmoins, pour ceux qui veulent faire des entrées et des sorties, alors encore une fois, on ne le recommande pas aux investisseurs non avertis, hein, et pour être très honnête, nous ne croyons pas à la capacité de battre le marché sur le très court terme. Hein, très, très difficile de se dire je vais systématiquement investir au plus bas et revendre au plus haut. Je crois que personne n'y arrive, mais néanmoins, il est tout à fait possible sur le contrat d'assurance vie de faire des entrées et des sorties sur certaines classes d'actifs. Il est néanmoins recommandé lorsqu'on fait des investissements d'un support, on n'a pas besoin immédiatement de cet argent, de le laisser sur le contrat d'assurance vie pour ne pas se faire fiscaliser et bénéficier de l'avantage fiscal de l'assurance vie. Alors, quelqu'un nous demande, Rémi, si nous allons envoyer l'enregistrement de la présentation. Oui. Martin, oui, tout à fait. Nous allons renvoyer l'enregistrement à l'ensemble des participants. Sophie nous demande s'il est possible d'investir de son livret vers des fonds ETF sur Cashbee. Tout à fait. On peut tout à fait arbitrer et donc faire des versements d'un placement à un autre sur l'application. Si vous avez besoin de moindres conseils, n'hésitez pas à contacter notre service client, mais c'est très simple à faire sur l'application.
Oui, on a une question de Pascal, c'est je pourrais répliquer votre fonds d'ETF et mettre ces ETF dans mon PEA. Quel est l'intérêt du fonds enfin, qui est mis dans un contrat d'assurance vie? Alors, oui, en théorie, vous pouvez répliquer les fonds d'ETF en achetant exactement les mêmes ETF que nous avons inclus dans nos différents fonds et que Amundi gère. Mais je dirais même plus, si on poussait la logique plus loin, on pourrait se dire, bah, pourquoi acheter un ETF S&P 500? Je pourrais acheter les 500 actions de l'indice, exactement pondérées comme l'indice, et ainsi répliquer l'indice moi-même, et je n'aurais même pas à payer les frais d'ETF. La complexité vient de deux ordres. La première, c'est même s'il est possible de répliquer nos fonds d'ETF, je ne suis pas certain que l'ensemble de ces fonds, que l'ensemble de ces ETF puissent être logés dans un PEA pour les raisons évoquées par Cyril tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des critères d'éligibilité de certains actifs avant de pouvoir les mettre au sein d'un PEA, et je ne suis pas certain que l'ensemble des ETF, notamment les ETF qui vous exposent au marché américain ou en tout cas au marché non européen, puissent être logés sur un PEA. Et deux, l'évolution dans le temps va faire que le panier d'ETF construit au départ de façon équilibrée ou dynamique, donc 75% actions, 25% obligataires et un peu d'or, va forcément évoluer. Et le rôle d'Amundi est de s'assurer qu'en fonction des évolutions des marchés, ce profil continue d'être respecté dans le temps avec des rééquilibrages dont Amundi s'occupera pour vous afin de respecter votre choix de départ et de respecter votre profil de risque. Alors, on a une question d'ordre plus macroéconomique de la part de Daniel qui nous dit: le très fort développement des ETF n'entraîne-t-il pas des effets pervers sur le fonctionnement global des marchés financiers, par exemple concentration des fonds vers les valeurs présentes dans les indices? C'est une très bonne question, une question qui nous intéresse également, comme il intéresse un certain nombre d'économistes. En effet, le développement de la gestion passive, et notamment au stade où il en est aux États-Unis, par exemple, où ça, comme je le disais au début de la présentation, il représente plus de la moitié, pose un certain nombre de questions d'ordre macroéconomique, en effet. La première, on l'a dit, la différence entre la gestion active et la gestion passive, c'est que le gérant de la gestion active fait de la recherche fondamentale, va regarder pourquoi il faut investir sur Renault plutôt que sur Peugeot, par exemple, va regarder les comptes de la société, regarder le track record des dirigeants, se faire une conviction sur le potentiel à long terme d'un titre par rapport à un autre. Tout ça, ça disparaît lorsqu'on investit sur l'indice. Donc, il y a un risque, en effet, que cette recherche fondamentale, qui est finalement déterminante pour déterminer la valeur intrinsèque d'un titre, s'affaiblisse, qu'on ne puisse tout simplement plus la financer, puisque ce sont quand même les frais qu'on paye dans la gestion active qui permet de financer ces analystes. Donc, au-delà d'un certain seuil, que je ne pense pas qu'on ait atteint en Europe, mais on peut se poser la question si on ne commence pas à s'en approcher aux États-Unis, il y a un risque de voir cette recherche fondamentale perdre de l'influence et donc avoir, encore une fois, des prix d'actifs qui ne correspondent plus à la réalité intrinsèque de ces prix. L'autre élément que vous mentionnez, vous, Daniel, dans votre question, c'est en effet qu'il y a une orientation des investissements vers les valeurs qui sont présentes dans les indices. Et on voit bien l'importance, du coup, pour une valeur d'être intégrée dans le CAC 40, d'être intégrée dans un indice tel que le Dow Jones. Être délisté de cet indice, tout de suite, ça veut dire que tous les fonds passifs ne vont plus vous considérer, en tout cas pour ces indices majeurs. Donc, il y a véritablement une concentration, en effet, des investissements sur les indices sur les valeurs qui sont dans les indices, avec un risque de bulle, donc avec un risque de survalorisation, encore une fois, par rapport à la valeur intrinsèque des sociétés qui sont dans les indices, et plus globalement un risque de mauvaise allocation du capital, c'est-à-dire que toutes les industries, toutes les sociétés ont besoin de capital, et donc d'en mettre davantage dans certaines juste parce qu'elles sont dans les indices peut présenter des risques. Et puis d'une façon c'est une question un peu philosophique, mais qui est quand même un petit peu financière. Si on avait 100% de la gestion qui était passive, on peut se demander si on ne serait pas un petit peu comme dans un pilote sans avion, où
ou un poulet sans tête, finalement, qu'est-ce qui drive la valeur si on ne fait que reproduire. Donc, on n'en est pas encore à ce stade. Certains marchés en sont plus proches. Il y a certainement des évolutions, notamment réglementaires, qui doivent être apportées lorsqu'on se rapprochera de ce stade pour éviter tous les risques dont on parle. On peut déjà penser qu'en cas de turbulence très forte sur les marchés, la prédominance de la gestion passive pourrait accélérer les tendances baissières parce que, évidemment, on suit l'indice et on n'essaie pas de faire de la réallocation. Donc, voilà, il ne faut pas ignorer ce risque. Il faut pas le surévaluer non plus, mais il existe, et peut-être pas pour tout de suite, mais à moyen terme, clairement, c'est un sujet sur lequel les acteurs de marché doivent se pencher. Alors, une question très spécifique, serait-il possible de créer un versement automatique vers un ETF depuis le livret CashBee? Alors, le versement automatique qui va prendre un livret bancaire vers l'assurance vie, ce n'est pas quelque chose que nous proposons aujourd'hui. On peut faire des versements réguliers, automatiques à partir de votre compte courant, mais c'est une prélèvement automatique, mais c'est une suggestion, Madalina, qu'on retient et qu'on pourra regarder avec notre équipe produit, même si ça présente certainement un certain nombre de challenges un peu techniques. Alors, y a-t-il un intérêt à garder ces valeurs actions qui sont aussi incluses dans un ETF, si on a les deux? Donc, par exemple, on a des actions L'Oréal et un ETF CAC 40. Alors, moi, je dirais oui, mais il faut qu'on en soit conscient. Je m'explique. Avoir un ETF CAC 40 vous expose naturellement, pour partie, à L'Oréal. Et si à côté de ça, vous souhaitez avoir des actions L'Oréal ou vous touchez des actions L'Oréal parce que vous êtes un employé ou un cadre chez L'Oréal qui en touche tous les ans, il faut juste savoir que votre exposition effective à L'Oréal est augmentée d'un peu à cause de votre exposition à l'ETF CAC 40. Mais ce n'est pas une bonne raison pour vendre la totalité de vos lignes. Je dirais peut-être même le contraire. Un ETF action peut être une très bonne base pour vous donner une exposition diversifiée à tel ou tel secteur ou tel marché ou telle classe d'actifs. Et vous pouvez la supplémenter en prenant, si vous avez des convictions particulières, vous, sur des valeurs spécifiques, en prenant une exposition directe sur tel ou tel titre. Une question de Philippe qui est une question qui résonne bien chez nous parce que c'est en effet une discussion qu'on a eue avec Amundi. Est-ce que vos ETF démarrent maintenant ou bien y a-t-il un historique qui peut être cité pour info avec toutes les réserves habituelles, bien entendu? Alors, oui, les fonds ont été créés avec Amundi et donc en commun avec eux. On a défini des profils qu'on vous a présentés. Ces fonds ont été suivi tout le processus de validation réglementaire et donc ils n'ont pas d'historique en tant que tel. Alors, on pourrait faire du backtracking, comme on dit, c'est-à-dire de répliquer l'allocation et de voir ce que ça a donné dans le passé. C'est une pratique qui n'est pas autorisée par la CPR. Et donc, on n'a pas été en mesure de partager ce backtracking. Des résultats qu'on trouvait très, très intéressants. Et donc, on a remplacé ça par qu'est-ce qu'une allocation assez high level sur les différentes classes d'actifs qui sont présentes dans les profils aurait donné dans des scénarios de tension, dans des scénarios médians et dans des scénarios optimistes. On a tout à fait conscience que c'est moins parlant qu'un historique de fonds. Cet historique, on va le créer et dès l'année prochaine, on pourra présenter les performances de cette année. Mais là, nous sommes soumis aux contraintes réglementaires et même avec tous les caveats sur la présentation de l'historique reconstitué, on n'a pas eu la possibilité de le faire. On n'a pas le droit de vous les partager. On les a fait sur un bout de papier et le bout de papier est assez parlant. Alors, quelle part d'ETF recommanderiez-vous dans un portefeuille global? C'est une question qui mérite pour chacun d'entre vous une réponse personnalisée. Je m'explique. C'est vraiment, ça dépend de votre profil de risque. Le profil de risque typiquement est constitué de votre horizon de placement, de votre appétence pour le risque et de votre connaissance en finance.
mais ça dépend aussi de vos convictions. Donc, moi, je peux être parfaitement à l'aise pour dire à quelqu'un qui veut vraiment pas consacrer du temps aux investissements et qui veut vraiment pas consacrer du temps à faire ses allocations lui-même, de dire un de ces fonds peut constituer 100% de votre portefeuille pour peu que vous compreniez bien en quoi les fonds d'ETF sont constitués, ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas dedans, et quel est le niveau de risque auquel vous vous exposez. Mais je peux parfaitement aussi entendre qu'on me dise moi, je vois bien le profil équilibré comme étant le mien. Je vois bien allouer 50% de mon portefeuille à cet ETF et ensuite utiliser le reste pour faire des choix plus personnels selon mes conditions qui peuvent être de nature financière parce que vous aimez bien consacrer du temps à ça, ou des convictions qui sont thématiques pour dire voilà, moi je crois aujourd'hui en la défense et je veux avoir une exposition sur le secteur spécifique de la défense, ou qui peuvent être même des convictions éthiques où vous souhaitez investir dans des produits spécifiquement labellisés verts ou investissement responsable. Donc la réponse est absolument pas uniforme et je dirais même c'est à l'opposé de ça. La part que vous pourriez allouer au sein de votre portefeuille à des fonds d'ETF dépend totalement de vous, du temps que vous voulez consacrer à la gestion de vos finances et de votre profil de risque évidemment. Une question courte de Rémi qui nous demande quel est le délai sur les arbitrages chez Cashbee. Alors, les arbitrages, comme les rachats d'ailleurs, sont effectués en 72 heures pour la grande majorité des fonds, dont les ETF. Ils peuvent être plus longs pour certains fonds qui n'ont pas des cotations quotidiennes. C'est le cas notamment de fonds immobiliers, de certains fonds private equity. Mais en ce qui concerne les ETF, les arbitrages sont faits en 72 heures. Et Rémi, vous nous posez une autre question. Alors, quelles sont les garanties vis-à-vis d'un dépôt de bilan de Cashbee, même si ce n'est pas souhaitable? Écoutez, ce n'est pas souhaitable, je vous le confirme. Mais c'est une bonne question. Mais en ce qui concerne nos clients, c'est véritablement pas un problème parce que les fonds que vous investissez ne sont jamais sur notre bilan. C'est-à-dire que nous sommes une plateforme digitale. Notre matière première, entre guillemets, c'est la data. Nous nous assurons des process, mais in fine, votre argent quitte votre livret, votre compte bancaire, peu importe l'origine des fonds, se retrouve chez Generali au sein de l'assurance vie, pour l'exemple présent, ou sur le PER à la MIF, ou sur le livret au CFCL, qui est une filiale du groupe Arkea, mais ne transite jamais par nous. Donc, dans cet horrible scénario auquel nous ne croyons pas, vos fonds seraient chez le fournisseur de l'actif, et dans le cas présent, pour un fonds d'ETF, il serait logé sur votre contrat d'assurance vie en votre nom, détenu pour vous chez Generali. Est-ce que le fonds ETF et Amundi présente la liste des ETF qu'il compose? Oui, tout à fait. C'est sur notre site. Il faut se rendre sur Assurance Vie, fonds d'ETF, et ensuite cliquer sur plus d'informations. Vous avez la liste exacte des 12 ou 13 ETF qui composent chaque fonds d'ETF. Je ne suis pas certain qu'on va jusqu'à donner le pourcentage de chaque ETF, mais les grandes masses sont très clairement explicitées et les noms de chaque ETF inclus dans un fonds d'ETF sont également donnés. Existe-t-il des ETF labellisés ISR? Oui, ça existe. Alors, pour être parfaitement transparent, ce n'est pas le cas des ETF que nous avons avec Amundi décidé d'inclure dans les fonds d'ETF. Je vais également vous en donner la raison. Ce n'est pas qu'on ne croit pas à l'investissement responsable. Au contraire, nous sommes des grands fans lorsque c'est bien fait. On se méfie énormément du greenwashing, cette pratique qui consiste à se faire passer pour du vert, alors que dans les faits, on est loin de l'être. Et la raison pour laquelle on ne les a pas inclus dans ces fonds d'ETF, c'est qu'on souhaite donner une exposition la plus pure possible à l'ensemble des secteurs qui constituent l'économie mondiale. Je m'explique. Compliqué pour des ETF labellisés ISR d'investir dans le secteur pétrolier ou dans le secteur de la défense. Or, il se trouve que ces deux secteurs qui pourraient être tout à fait porteurs pour les années à venir. Or, se mettre à l'écart de ces deux secteurs pour ne pas parler du secteur des financières
parce que bon nombre d'investisseurs qui se disent vouloir investir que dans du responsable restent également à l'écart des banques, parce que les banques financent des sociétés polluantes. Rester à l'écart de ces 3 grands secteurs nous semble biaiser fondamentalement les 3 portefeuilles qu'on vous expose ici. Et donc, c'est un choix délibéré qu'on a fait. Encore une fois, ça n'exclut en rien tout le respect qu'on a pour l'investissement responsable. On propose des investissements responsables et des investissements labellisés ailleurs sur notre site et pour l'inclusion dans l'assurance vie, pour ceux qui le souhaitent. Mais ce n'est pas le cas des ETF inclus dans ces fonds d'ETF. Une nouvelle question de Pascal qui nous demande: peut-on transférer une assurance vie gérée par un autre courtier chez Casby, même assureur, loi Pacte? Alors oui, en effet, la loi Pacte prévoit la possibilité de transférer son contrat d'assurance vie, mais vous avez raison de le préciser, Pascal, c'est restrictif puisqu'on ne peut le faire que lorsque c'est le même assureur qui le gère. Donc, concrètement, le contrat Casby+, c'est un contrat qui est logé chez Generali. Et donc, si vous avez un autre contrat chez Generali auprès d'un autre courtier, vous pouvez le transférer chez Casby. N'hésitez pas à nous solliciter et on vous accompagnera dans cette opération. Je crois qu'on arrive au bout des questions. Je vais prendre: que pensez-vous des ETF à dividendes, les fameux valeurs aristocrates? Alors, on y a dédié quelques articles. À titre personnel, je suis grand fan des titres aristocrates. Alors, pour ceux qui ne savent pas sur quoi on fait allusion, je crois que le terme d'une valeur aristocrate aux US signifie une société qui verse des dividendes égaux ou supérieurs d'année en année depuis au moins, de mémoire, 50 ans. Et en Europe, un aristocrate est une valeur qui fait de même, mais que depuis 25 ans. Donc, des exemples très parlants et connus sont des firmes comme Johnson & Johnson et Coca-Cola. Donc, des ETF qui répliquent et qui traquent des indices d'aristocrates, ça doit exister. Je n'ai pas fait la recherche moi-même, mais ça doit exister. C'est une thématique qu'on aime bien et c'est notamment une thématique qui est particulièrement pertinente pour des épargnants ou des investisseurs qui doivent vivre de leur investissement et qui espèrent en tirer un revenu régulier. Et donc, le fait d'investir dans des titres qui versent des dividendes de façon régulière peut être un moyen pour agrémenter typiquement des personnes qui sont à la retraite et qui bénéficient d'une petite retraite. Et je crois que nous sommes arrivés à la fois au bout des questions. Et alors, juste la dernière question, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, tout à fait. Nous vous le communiquerons à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à ce webinaire. Merci beaucoup d'y avoir participé et d'avoir posé des questions sur des sujets très divers. Alors, bien que le sujet de l'ETF nous semblait déjà assez spécifique, on voit qu'on a traité de beaucoup de sujets différents et nous espérons vous retrouver très prochainement lors de nos prochains webinaires. On ne manquera pas de vous communiquer très bientôt le thème et la date. Merci, à bientôt.